Le Japon survit à peine avec une bande de dingues armés de sabres et leurs généraux maniaques du contrôle. Munekira Yagu arrive, pensant avoir décroché un boulot sympa pour enseigner des techniques de sabre à des waifus mignonnes dans une école pour filles. À la place, une amnésique à moitié nue tombe du ciel, illuminée comme un fantasme d'un abonné d'OnlyFans. Maintenant, il est coincé à jouer à la garderie pour un groupe de filles instables, obsédées par les épées, des généraux avec des problèmes maternels et des power-ups en chaleur. Le mec pensait être le patron, il est juste le PNJ de fond dans ce désordre alimenté par la soif. Solitaire, perdant, et officiellement le soutien émotionnel de l'académie. L'histoire commence avec deux filles épuisées marchant à travers une clairière de la forêt, tandis qu'un hélicoptère tourne au-dessus, capturant le chaos d'un combat d'arts martiaux à part entière. L'Académie Kawakami base tout son programme sur le combat. Ici, les points règlent tout. Pas de dispute, juste cette bagarre sauvage n'est pas juste pour le spectacle, c'est une guerre entre la classe 2S de haut niveau et la classe 2F de bas niveau. Toutes deux prêtes à se battre comme si c'était le jugement dernier. La commandante de la classe S motive ses troupes, disant à chacun d'écraser leurs ennemis un par un. Margaret prépare son équipe, Azumi prépare l'unité d'élite, un groupe de merde. Les filles en uniforme de bonne chic. Fushikawa fait signe, puis tout le monde se précipite comme si c'était le combat final contre le boss. Leur conseiller lâche soudainement une bombe. La force principale est en train de se faire battre, une beauté maniant une lance tranche l'ennemi comme du beurre. C'est Kawakami Kazuko de la classe 2F. Juste à côté d'elle, une femme épéiste découpe des ennemis à gauche et à droite. Elle s'appelle Christina Frederick, également de la classe 2F. Un idiot essaie de donner un coup en douce, mais bam, il se fait clouer par une flèche émoussée de Shino Miyako, représentant aussi la classe de F. Puis une fille aux cheveux noirs comme un corbeau apparaît, se battant comme si elle attendait ça toute la journée. C'est Mayuzumi Yuki de la classe 1C. Accroché à sa hanche se trouve un petit poney en peluche, son petit acolyte, Matsuka. Yamato observe le tout avec un sourire suffisant. La classe S devient clairement trop prétentieuse. Ils ne s'attendent jamais à ce que la classe 2F sorte ses armes secrètes. Maintenant que les As sont sur le terrain, c'est la fin des stratégies arrogantes. Pendant ce temps, un corps bandé s'agite et fait une crise. Un puissant guerrier est à proximité. Ce combattant n'est autre que Momoyo elle-même, la déesse de la bataille. À travers un coucher de soleil éclatant, Yamato lui avoue ses sentiments. Elle le regarde avec des yeux doux, puis brise son cœur. Elle dit qu'il n'est pour elle qu'un étudiant, même pas dans la friend zone. C'est la brutale zone étudiante. Yamato n'obtient clairement pas la fin qu'il souhaite. Elle dit qu'elle attendra qu'il devienne d'abord Premier ministre. De retour sur le champ de bataille, la jeune fille à la lance continue de tout détruire, criant que la victoire est à eux. La jeune fille à l'épée continue d'abattre l'ennemi avec l'aide de l'archère. Le commandant voit les marées changer et crie à son escouade de bouger maintenant. Un journaliste observe la folie se dérouler et demande au principal ses pensées. Le principal explique calmement que cette guerre de classe existe parce que les deux camps continuent de se battre au lieu de faire la paix. La première équipe à capturer le commandant ennemi gagne. Le leader de la classe 2 est un gars bruyant et flamboyant, Kuki Hideo. De l'autre côté, la classe 2F a Amatosu, une personne très timide qui a du mal à se maintenir, mais quelqu'un lui rappelle que Yamato est toujours en jeu. Au milieu du chaos, un petit pervers avec une caméra continue de prendre des photos des filles badass en plein combat. Son ami Otaku reste dans le coin, réussissant à rendre l'ambiance encore plus lourde. Les équipes peuvent faire venir autant de personnes qu'elles le souhaitent de l'académie, car la négociation est considérée comme une partie de la guerre. La classe 2 a beaucoup plus de membres que la classe 2F. Tout le monde devine facilement que le F signifie échec, puisque la classe 2F est connue pour perdre sur tout le campus. Pourtant, la plupart de la classe S se sent démoralisée tandis que la classe 2F est pleine d'esprit combatif. Yamato décide qu'il est temps de passer à la prochaine phase. Il ordonne à tous les As de se retirer. Kazuko se retire rapidement et le commandant ennemi croit que c'est leur chance d'attaquer. Il veut les poursuivre, mais le QJ le prévient que les choses pourraient mal tourner. La classe 2F choisit aussi de jouer sa carte maîtresse, mais il tombe dans une embuscade depuis les bois. Le commandant ignore d'abord l'embuscade, mais ensuite, d'autres attaques le frappent de différentes directions. Maintenant, il commence à s'inquiéter. Kazuko et les autres combattants se séparent et continuent d'attaquer depuis les bois. La classe 2S se retrouve dans une situation désordonnée. Le moral monte en flèche du côté de Yamato et son plan commence à bien fonctionner. En mangeant du popcorn, Yamato se souvient d'un moment de son enfance où sa camarade lui dit de la suivre parce qu'elle est forte et indépendante. Jeune Yamato pense qu'elle est forte comme un bœuf, mais il va la suivre en utilisant son cerveau. Il veut diriger plutôt que d'être dirigé et prévoit de devenir le Premier ministre. De retour dans le présent, Yamato sourit et sent que les choses ne font que commencer. Il donne l'ordre à la deuxième compagnie d'amener l'escouade Fushikawa, mais son coéquipier dit que quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de réponse de la deuxième compagnie. Yamato voit son équipe se faire écraser par des guerriers inconnus. Son petit compagnon robot, Kuki, commence à tomber en panne tandis que l'arrière-garde et l'unité principale combattent côte à côte. Ils essaient de protéger l'unité centrale alors qu'elle travaille à réparer leur formation. La bataille s'intensifie alors que l'ennemi manque de peu le commandant de la classe 2F.
Une de ses coéquipières essaie de distraire les ennemis en servant d'appât, mais elles se font toutes les deux capturées par une escouade destinée à les attirer. Juste avant que les ennemis ne frappent, un puissant coup de la corde de l'épée les atteint. Ayuzumi intervient et contrôle déjà le terrain. Elle prépare son épée et le combat commence. Avec l'avantage, elle dit au commandant de lancer un signal. Pendant ce temps, la classe 2 s'occupe des soldats qui fuient. Le commandant dit de ne pas briser leur formation, mais un soldat conteste et se prépare à lui faire la leçon. Elle ne va pas loin avant que l'escouade de Kazama ne la saute. La bataille devient plus intense, et les choses commencent à mal tourner pour la classe 2S. Elle essaie de s'échapper, mais la prêtresse de l'épée la rattrape. Deux combattants ennemis essaient aussi de s'échapper. À ce moment-là, une pluie de flèches s'abat sur la classe 2S, et tout le monde essaie de battre en retraite. Mais Miyako leur barre la route. Ils visent sur elle, mais ses compétences en tir à l'arc sont trop puissantes, et son énergie bruyante devient sauvage alors qu'elle crie qu'elle revendique Yamato pour elle-même. L'écran passe à Yamato, frappant Fushikawa par derrière pour l'empêcher de devenir collante. Bien qu'elle se plaigne, elle ne bouge pas parce qu'au fond, elle aime ça. Elle s'excuse auprès de tout le monde, une vidéo du moment se répand en ligne et brise le moral à travers le champ de bataille. La situation commence à se dégrader. Le commandant félicite Margaret pour avoir tenu la ligne de front, mais elle est déjà là, affrontant la chaleur. Les soldats essaient d'atteindre le commandant, mais Baldi les en empêche. Pourtant, des flèches les frappent tous. Le commandant déchire sa chemise, affirmant que les flèches sont inutiles contre son épée. Soudain, une énorme tornade balaie le champ et Momo arrive avec un sourire malicieux. Momo jette un œil à la petite fille commandant et trouve étrange que l'ennemi ait amené leur chef en première ligne. La scène se transforme rapidement en une bagarre à 3 contre 1 lorsque Cookie arrive, la sœur du commandant est quelqu'un d'aussi terrifiant que Momo. Bien qu'elle soit d'une classe différente, Yamato l'avait déjà engagé grâce à une négociation habile. Pourtant, Momo est prête à en découdre. La bataille éclate dans le chaos. Momo donne du fil à retordre à ses 3 adversaires, tenant sa position comme la déesse guerrière qu'elle est, invaincue et impitoyable. Plus de combattants plongent dans la mêlée, essayant de faire pencher la balance. Le combat atteint son dernier stade, et les deux côtés commencent à se battre comme des taureaux enragés sous l'effet d'un boost. Yamato, enflammé au-delà de la raison, appelle à une charge imprudente directement sur le commandant ennemi. Il crie pour que quiconque ose le suivre, et bien que hésitant, les autres se rallient derrière lui. Cookie se transforme en mode bête complet, se transformant littéralement en un robot transformable bas de gamme de Wishcom. Elle bloque les troupes ennemies pendant que Momo et le combattant à queue pâle s'affrontent durement et le Royaume-Uni les soutient avec un travail d'épée chirurgical. Yamato continue à percer le chaos, se dirigeant droit vers le commandant ennemi. Tout le monde trouve quelqu'un avec qui se battre et la guerrière de l'épée assène un coup de couteau précis à sa cible. L'un des délinquants ennemis part. Entre-temps, Momo encaisse un coup de poing comme un petit déjeuner et active sa technique de bombe humaine, mode autodestruction totale, frappant Agea juste avant que le principal n'intervienne et déclare officiellement la guerre terminée. Yamato se tient debout, ensanglanté mais triomphant, gagnant le surnom de technicien du suicide. Classe 2S. Plus tard, avec le coucher du soleil peignant le ciel, Yamato s'approche de Momo. Ils sont proches, à peine touchants. Il lui tend une bague, essayant de lui rappeler sa confession passée, puis il le dit à nouveau, lui demandant de lui donner une chance de sortir ensemble. L'expression de Momo s'adoucit, elle le serre doucement dans ses bras et admet qu'elle le voit comme un homme, mais si elle parle de sortir ensemble, il vaut mieux qu'il reste soit un fidèle sous-fifre, soit juste un ami. Yamato vient de passer directement de la zone étudiant à la zone ami, son copain loser ne rate pas un moment, en plaisantant que la carte V de Yamato est toujours bien verrouillée. Les 4 terribles, regardant de loin, ne savent même pas comment le consoler. Mais l'archère, elle voit une ouverture, ses yeux s'illuminent et tout le monde autour s'émerveille alors qu'elle passe à l'action. Pendant ce temps, le fauteur de troubles bandés regarde le ciel, pensant aux 4 petits divas et au légendaire Momo Senpai. Tard dans la nuit, Miyako se prépare à devenir bizarre, glissant dans son futon, impatiente de sortir le bois de Yamato du sweat à capuche. Mais au lieu de Yamato, elle trouve une marionnette avec un légume plus gros que ce que Yamato pourrait avoir. Pendant ce temps, un homme si laid qu'il a besoin de maquillage, juste pour avoir l'air humain, se demande si quelqu'un est prêt pour un peu. Yamato intervient, présentant un prix de 144 billets. Tout le monde est surpris quand il parvient à les obtenir, étant donné l'urgence. Plus tard, le groupe se réunit pour célébrer leur victoire de 144 millions de billets. Avec le capitaine coincé à cause d'un pneu crevé lors de son voyage, les 8 d'entre eux décident de se partager le butin. Kusuko n'arrive toujours pas à comprendre un nombre aussi énorme, ils n'auront pas faim de sitôt. Miyako, maintenant complètement amoureuse, commence à admirer Yamato, le qualifiant de maître technicien et se demandant si sa froideur fait partie d'un plan plus vaste pour la rendre plus bruyante. Chris, cependant, n'est pas content de leur pitrerie.
Les enchères sont censées être justes, mais ils ne peuvent même pas se mettre d'accord sur les termes avant que ça commence. Yamato essaie de détourner sa logique en disant que c'est une honte pour un homme de ne pas accepter la séduction d'une femme, et qu'au Japon, c'est un code moral de saisir toutes les occasions. Chris est toujours réticent à accepter ses excuses, mais finit par céder. Miyako, elle affirme que le poney est un esprit possédant une pinata. Tout le monde se demande si elle a perdu la tête. Yamato dit que maintenant que l'offre est acceptée, personne ne se plaindra de quoi que ce soit. Mais Momo a d'autres projets. Au lieu de se plaindre, elle l'étouffe avec ses énormes seins. Elle demande pourquoi il ne l'a pas rejointe la nuit précédente. Elle s'ennuyait et voulait provoquer une bagarre, mais elle se plaint aussi que les petits frères sont censés être incassables. Tout le monde rit de cette interaction fraternelle. Momo dit ensuite que maintenant qu'ils ont de l'argent, ils peuvent en s'amuser, mais ce sera un combat clandestin. Yamato n'est pas très content du tirage au sort. Il crie, se demandant pourquoi il le cherche. Yamato explique que ce tirage appartient à un professeur d'histoire, et que s'il convoque des gens pour l'attraper, il doit être important. Yamato mène le groupe à pied pour chercher le tirage. Chris se demande si mettre tout sur les murs est légal, mais Yamato détourne une fois de plus sa moralité, se souvenant de son vieux monsieur, lui disant qu'ils utilisent simplement les matériaux temporairement, et qu'ils nettoieront après avoir trouvé le tirage. Ils regardent une photo d'un chien, tellement laid qu'il devrait être euthanasié. Miyako essaie de tirer sur le chien avec une flèche, mais Yamato se demande ce qu'elle fait. Le chien, entendant parler du plan pour le sauver, traverse le marché comme si sa vie en dépendait, réussissant à s'échapper. Yukio dégage le chemin pour Yamato, alors qu'il continue de poursuivre le chien, qui s'avère être plus athlétique qu'il ne l'imaginait. Il se demande si c'est un chien normal, mais la drag queen pense qu'il est un chien noble. Pendant ce temps, le commandant vocal de la classe 2F choisit des sous-vêtements, et le commandant du bateau suivant cherche aussi quelque chose. Le chien, qui adore les fruits de mer, s'arrête pour regarder les palourdes, mais est finalement attrapé par Yamato, qui saute dans une cabine d'essayage. Il se fait expulser par Senpai Chocolat Noir. Un étudiant essaie de détruire leur dessert, mais le chien traverse la table, le ruinant pour tout le monde. Dark Chocolate. Sanpei regarde Yamato, se demandant s'il a du racisme dans les veines. Le chien part, s'approchant d'une beauté à la chevelure blanche, et se fait caresser. Pendant ce temps, un homme mystérieux tout en bandage regarde le coucher de soleil, agissant de manière mystérieuse. Le guerrier à la chevelure blanche de la bataille précédente demande à sa compagne si elle a des nouvelles. Les filles ont une journée spa discutant de leur mission. Momo se demande pourquoi les 4 d'entre elles parlent de Yamato. Elle mentionne qu'elle regarde le chien qui flotte autour, vérifiant leurs atouts. Après en avoir pris plein les yeux, le chien sourit et s'enfuit à nouveau, mais elle ne le laisse pas s'échapper. Le chien évite un coup et de nombreuses flèches de Miyako, utilisant l'ultra instinct pour esquiver. Miyako le saisit enfin, mais il se tourne pour voir Yamato les regarder. Ils poursuivent le chien et atteignent une usine abandonnée. Momo jure de punir le chien, ouvrant la porte d'un coup et révélant de nombreux shinobi. Elle commence à saccager l'endroit, essayant de trouver le chien. Miyako tire une série de flèches de sang. Le groupe est heureux d'avoir enfin piégé le chien. Yamato ne remarque pas la flaque sous son pied, mais Chris l'identifie. Ils trouvent aussi des munitions à proximité. Chris connaît étonnamment beaucoup sur les munitions pour quelqu'un de si propre et beau. Il se demande si cela est lié à un trafic de drogue illégal. Chris promet de punir les responsables, mais juste à ce moment-là, de nombreux hommes en noir les entourent. Momo accepte le défi, mais Yamato lui dit qu'elle ne peut pas gagner contre les chiens. Momo saisit une mitrailleuse et l'utilise de manière complètement incorrecte pour frapper tout le monde. Sa vitesse supérieure l'aidant à traverser les ennemis. Yamato ne peut pas s'empêcher de se demander si elle est programmée pour échouer en ne réalisant pas comment utiliser correctement une mitrailleuse. Toute l'équipe commence à déchirer les ennemis alors que tout le monde souffre, mais Miyako sauve Yamato et se précipite pour le sortir de son sweat à capuche. Alors que Momo essaie d'interroger le meneur, elle est attaquée par une mystérieuse beauté. Les shinobi sont trop forts pour leur rôle principal et Yamato se demande qui ils sont. C'est comme s'ils luttaient contre des versions plus sombres d'eux-mêmes. Momo se demande comment ils connaissent les techniques familiales alors qu'elles n'ont jamais été divulguées, mais il s'enfuit, laissant tomber une grenade. Momo la frappe en plein vol, provoquant une explosion. Elle regarde Yamato, s'assurant qu'il va bien, mais Yamato est en sécurité, coincé dans une situation collante et laiteuse. Momo jure de tuer quiconque a ses seins dans le visage de Yamato. Ils partent avec plus de questions que de réponses, se demandant pour les munitions et la date. Yamato se rappelle le vieil homme lui disant qu'il abandonnait le pays. Miyako ramène Yamato au problème actuel. Ils ne peuvent toujours pas trouver le chien. Tout le monde regarde le vice-capitaine qui tient le chien et le caresse. Momo se demande comment les imposteurs connaissent le style Kawakami. L'homme mystérieux parle à son équipe dans la cachette de munitions, se demandant s'ils devraient réapprovisionner leurs biens. Miyako est de nouveau équipée, espérant piéger Yamato dans son piège, excitée à l'idée de le faire tomber amoureux d'elle avec son propre petit jeu, mais tout cela fait partie d'un plan. Elle a programmé son cerveau pour qu'il tombe amoureux d'elle et veuille des choses coquines. Cependant, Yamato n'est pas impressionné.
Pendant ce temps au manoir, Miyako fait irruption pour le réveiller, seulement pour être rejetée quand elle lui saute dessus comme une grand-mère trop enthousiaste. Yamato parvient à garder sa virginité intacte. Kuki essaie de la réconforter, lui disant qu'elle doit juste user Yamato après son rejet. Plus tard, tout le monde se rassemble pour le petit déjeuner. Geto et le vice-capitaine ont leur moment de bromance, tandis que Yamato complimente Yuki, lui disant qu'elle ferait une excellente épouse. Yuki se fige, disant que les mots sont perdus pour elle, mais elle parle ensuite à son petit cheval de compagnie de la façon dont les choses se déroulent bien. Miyako, avide d'attention, propose à Yamato ses croquettes avec une sauce spéciale qui est beaucoup trop épicée pour lui. Yamato n'est pas fan de ce genre de piquant. Après le petit déjeuner, Kuki console Miyako et il retrouve Momo-senpai et Kazuko. Ils parlent de leur bataille féroce qui a été diffusée à la télévision, rendant leur classe intouchable maintenant. Momo-senpai ordonne alors à Yamato d'être son jouet pour la journée, commençant à le manipuler. Pendant ce temps, le photographe pervers prend des photos, prêt à utiliser sa technique ultime sur eux. Plus tard, Miyako a une conversation intime avec Kuki sous un coucher de soleil roux. Elle est frustrée parce que même si Yamato l'a rejetée, il continue de la suivre partout comme un chiot fidèle. Kuki se demande si Miyako l'aime vraiment. Elle admet que lorsqu'elle était harcelée à l'école primaire, Yamato l'a défendue, même si cela aurait pu faire de lui une cible aussi. Elle l'aime profondément, mais il ne la regarde pas de la même manière qu'il regarde Momo-sen. Kuki lui donne un anka épicé pour la remonter le moral et élabore un plan. Il fera semblant d'être un gangster et sauvera Yamato, espérant que cela le fera la remarquer. Miyako se prépare, décidant qu'elle doit agir. Plus tard dans la nuit, Yamato nourrit ses crabes quand Miyako l'attache, prête à passer à l'action. Alors qu'elle commence à le déshabiller, Yamato s'agite, inquiet que les Bernard l'Ermite regardent. Mais juste à ce moment-là, Kuki apparaît déguisé en gangster et sauve Yamato, ce qui le fait accidentellement tomber amoureux de Kuki à la place. Yamato les met tous les deux à la porte, et plus tard, en jouant à des jeux vidéo, Kuki lui demande s'il déteste Miyako. Yamato dit non, mais qu'il n'a pas le droit d'agir en fonction de ses sentiments. Il révèle qu'il savait que Miyako était harcelée, mais il est resté à l'écart pour s'intégrer. Pourtant, il l'a sauvée, se sentant coupable d'être un lâche. Il ne s'attendait jamais à ce qu'elle développe des sentiments, et maintenant, il n'a pas le droit d'y répondre. Miyako entend cela et professe à nouveau son amour, disant qu'elle comprend. Pendant ce temps à la place, le photographe pervers pratique son art, imaginant toutes les méchantes sans vêtements. Le lendemain, Miyako arrive aux côtés de Yamato, se demandant comment elle devrait le réveiller. Au bain, Yuki a une séance de réflexion avec son petit poney qui lui demande ses sentiments pour Yamato. Yuki admet qu'elle se sent à l'aise avec lui, mais devient timide, incertaine de ses sentiments. Le poney insiste sur le fait qu'elle est amoureuse et devrait être honnête à ce sujet. Lors de la cérémonie d'entrée de l'Académie Kawakami, Yuki court pour atteindre la première place, mais entend quelque chose, et dans la précipitation, elle atterrit accidentellement devant Yamato, lui offrant une belle vue. Elle le gronde furieusement, mais il ramasse son petit poney et le lui tend. Yuki, embarrassé, dit qu'il a vu sa culotte et que la seule façon de réparer les choses est de l'épouser. Elle promet de se dévouer à lui, mais se demande s'il la choisira un jour. Le petit poney l'exhorte à être courageuse, disant que si elle ne fait rien, Yamato finira avec quelqu'un d'autre. Le poney imagine un avenir ridicule où Yamato épouse quelqu'un d'autre et Yuki reste demoiselle d'honneur. Cela pousse Yuki à jurer de se battre pour Yamato, bien qu'elle s'inquiète de savoir comment le réconforter, surtout après avoir été rejetée par Momo. Le petit poney propose de préparer un repas pour lui, peut-être quelque chose avec des crabes. Yuki veut devenir le genre de femme que Yamato aime et commence à analyser Momo, réalisant à quel point elles sont différentes, mais décidant aussi de s'entraîner plus dur et de devenir plus forte. Plus tard, elle tombe sur Yamato, se fige, et il lui dit bonne nuit. Elle est soulagée, le considérant comme une petite victoire, et va se coucher, parlant à ses amis imaginaires avant de s'endormir. Plus tard dans la nuit, Yamato prend un bain pendant que Miyako rôde, reniflant ses caleçons comme si c'était des déchets bon marché. Yamato la rattrape et lui demande ce qu'elle fait, mais Miyako fixe son caleçon, suggérant qu'ils fassent quelque chose de coquin ensemble. Elle affirme avoir quelque chose qui le rendra fou, mais Yamato, fidèle à lui-même, lui dit de le laisser tranquille. Il réalise ensuite que son caleçon a disparu et exige qu'elle le lui rende. Miyako enlève son t-shirt, révélant qu'elle le porte et qu'elle a laissé ses propres sous-vêtements derrière pour les échanger avec lui. Elle commence à devenir étrange à nouveau, mais Yamato n'est pas d'humeur et lui dit de les enlever. Au lieu de cela, elle enlève son chemisier et il devrait reprendre de force son caleçon. Il la repousse en disant que ses plans pervers ne fonctionneront pas sur lui. Pendant ce temps, Chris se détend, regarde des films et grignote des snacks entourés de peluches. Elle vit son rêve, apprenant les valeurs morales du Japon et se régalant de tofu frit chaque jour. Ensuite, elle va prendre un bain, se demandant si elle doit demander à Yamato plus d'informations sur le chemin de la vertu. Quand elle aperçoit son portefeuille, elle regarde une photo de Momo-senpai à l'intérieur. Plus tard, Yamato est de mauvaise humeur et traite Chris de pervers, mais Chris ne se laisse pas faire. Elle brandit son épée, le plaque au sol et lui écrase la tête. Yamato tente de raconter des mensonges sur la façon japonaise, disant qu'il est normal d'être nus ensemble, mais Chris ne se laisse pas duper.
Elle attrape le sous-vêtement abandonné de Miyako avec son épée, discutant avec Yamato à propos de la droiture et de comment la société occidentale a gâché les valeurs du Japon. Mais au lieu de ramasser le sous-vêtement, elle le coupe accidentellement avec son épée. Elle crie que les humains naissent bons, pas mauvais. Yamato demande pourquoi ils devraient se couvrir, avouant qu'il aime regarder les filles nues. Chris est sans voix, mais Yamato manipule la situation pour s'échapper. Plus tard, Chris demande à Yamato quoi faire si quelqu'un qu'elle aime en aime une autre. Devrait-il encore les poursuivre? Et que se passe-t-il s'ils sont rejetés? Yamato lui dit que c'est bien d'aimer qui on veut et que personne ne devrait les juger pour cela. Mais ensuite, il change de sujet, disant qu'il aime voir des femmes nues et qu'il veut la voir nue. Chris est gêné et réticent, mais Yamato suggère d'y aller pas à pas. Chris lui marche encore sur la tête, disant qu'il est plein de mensonges. Yamato, toujours prompt à faire une blague, sort son caleçon et laisse tout pendre, appelant cela du poisson tofu frit. Mais Chris le piétine encore plus. Chris se plaint à son ours en peluche que Yamato continue d'essayer de la tromper, mais il n'a rien fait de mal. Plus tard, elle reçoit une lettre avec du tofu frit, mais sa vue lui rappelle le sushi au tofu frit que Yamato lui a montré plus tôt, et elle ne peut plus le manger. Pendant ce temps, Kuzuko s'entraîne dur, respectant son régime quand un sifflement l'interrompt. Elle se tourne pour voir Yamato qui est excité par quelque chose. Ensemble, ils regardent un pharaon flottant défier l'empire de Momo. Mais avant que le combat n'aille quelque part, Momo y met fin. Elle demande alors à Yamato d'être son punching ball pour qu'elle puisse passer ses nerfs. Kuzuko distrait tout le monde en montrant une jolie fille, et Momo, gênée, commence à la draguer. Kuzuko taquine Yamato en disant que Momo court après les filles parce qu'il n'y a pas de bons hommes autour. Yamato lui dit que ses idéaux sont trop élevés, et Kuzuko promet de trouver un moyen de suivre l'empire de Momo. Pendant ce temps, un photographe s'occupe à éditer ses photos, essayant de les rendre plus intéressantes, mais son ami Otaku pense qu'il s'entraîne pour devenir un dur à cuire. Yamato taquine Kuzuko au sujet de son entraînement pour être comme Momo, mais elle se sent gênée, disant que des melons plus gros ne sont pas la solution, c'est la sensibilité qui compte. Kuzuko intensifie son entraînement en réponse. Elle demande alors si Yamato aime toujours l'empire de Momo, mais quand il est jeté à terre, il admet qu'il est toujours son subordonné, même après avoir été rejeté. Kuzuko souhaite que Yamato puisse épouser Momo, mais Yamato, un peu dépassé, essaie de se noyer. Kuzuko garde toujours espoir de pouvoir agrandir leur famille, car elle considère tout le monde à Kawakami comme sa famille. Yamato sourit à son rêve innocent, mais dit qu'il ne reçoit que des courriels de sa famille. Kuzuko révèle qu'elle a été abandonnée enfant et souhaite que sa famille revienne. Yamato suggère en plaisantant de l'épouser si Momo n'est pas d'accord, ce qui rend Kuzuko gênée et elle le frappe accidentellement avec un pneu, l'envoyant dans la rivière. Elle est secrètement heureuse, imaginant un avenir avec Yamato, pensant qu'ils pourraient former un bon couple. Yamato et Kuzuko commencent à réciter un poème ensemble. Pendant ce temps, Momo souhaite que quelqu'un soit son partenaire de danse du printemps, car elle déborde d'énergie. Kuzuko, maintenant allongé à côté de Momo, reçoit des caresses sur la tête, tandis que le photographe pervers continue ses tentatives pour rendre ses photos plus intéressantes. Plus tard dans la soirée, Yamato retourne dans sa chambre, verrouille la porte et sort son exemplaire super exclusif de Excitation. Il est prêt pour un moment de plaisir en solo, mais quand il ouvre le livre, le visage de Miyako est collé sur toutes les photos des filles. Furieux, il fouille dans sa collection de matériel osé, puis se précipite dans la chambre de Miyako. Là, il la trouve en train de coller sa photo sur chaque image des actrices de sa collection avec l'aide de cookies. La colle est de force industrielle et il est impossible de l'enlever. Miyako dit à Yamato qu'elle veut voir sa super colle et qu'il la colle bien. Mais Yamato, agissant maintenant comme un génie avec plein de failles, utilise la colle pour coller la main de Miyako à celle de Cookie. Elle s'énerve et fait une crise. Les autres regardent, perplexes sur la raison pour laquelle Miyako se rapproche autant de Cookie. Juste à ce moment-là, Yuki entre précipitamment, s'excusant d'être en retard. Elle tient une boîte à lunch et la présente nerveusement à Yamato, espérant gagner son cœur avec de la nourriture. Le petit poney s'exclame que Yuki a travaillé dur dessus, Yamato la remercie, disant que c'est aussi délicieux qu'elle. Les autres regardent Yamato, impressionnés par ses mouvements fluides. Momo se lève, disant qu'elle veut sécher les cours pour rembourser Cookie. Yamato lui rappelle qu'elle devra refaire le cours si elle manque l'appel. Les taquineries continuent, tout le monde essayant de séduire Yamato avec de la nourriture. Miyako présente une sauce épicée spéciale, et même Délinquant-san et Gito-san se joignent. Bientôt, Yamato est entouré de cadeaux et de nourriture de tout le monde. Momo lui donne son sandwich à moitié mangé, prétendant que c'est comme un baiser indirect. Cookie l'arrose d'une pluie de popcorn. Plus tard, Fushikawa se demande pourquoi tout le monde sourit et agit si étrangement autour d'elle. Elle taquine Chauve, mais Chauve n'est pas intéressé par sa petite malice. Il lui montre une vidéo où elle se fait taper par Yamato, ce qui lui fait rougir le visage. On lui a dit que leur unité avait perdu à cause de ses pitreries, et elle ne pouvait rien y faire maintenant. Mais elle jure d'apprendre une leçon à Yamato. Elle se dirige vers le commandant, demandant une autre confrontation. Mais le commandant n'est pas d'humeur à refaire un match. Ils ont déjà perdu contre la classe F, et se sont mis d'accord pour profiter de la vie scolaire. Fushikawa insiste, c'est une question d'honneur pour elle. Mais la servante la met en garde de ne pas laisser son ego l'embêter.
Fushikawa, près des larmes, ne sait pas quoi faire ensuite. Elle regarde Yamato interagir avec les autres, déterminée à le défier. Yamato, membre de la famille Kazama, n'est pas doué de ses mains, mais est un génie et un technicien. Il a un amour étrange pour les Bernard l'Ermite et un faible pour Momo. C'est tout ce que Fushikawa peut rassembler à son sujet. Elle essaie de l'énerver en effrayant Momo avec une pile de sandwich, mais lorsque Momo se retourne contre elle avec son aura intimidante de Momo, Fushikawa recule rapidement. Fushikawa essaie alors de provoquer Yamato avec un plat de crabe royal, espérant déclencher son amour pour les Bernard l'Ermite. Mais Yamato n'est pas impressionné. Il explique que les crabes royaux et les Bernard l'Ermite n'ont rien à voir. Fushikawa est frustré et essaie de le tenter avec un étalage de bonbons exotiques dans la forêt, mais il s'en va indifférent. Fushikawa ne comprend pas pourquoi Yamato n'est pas en colère. Après tout, il est censé être un homme, non? Elle l'appelle un zombie sans cervelle alors qu'il refuse d'abandonner. Il se fait jeter à terre encore et encore, mais il continue de se relever. Le principal déclare que personne ne peut partir tant que l'un d'eux n'est pas mis KO. Fushikawa est épuisé mais Yamato se relève encore et encore. Au coucher du soleil, Fushikawa, essoufflée, ne peut s'empêcher d'admirer l'entêtement de Yamato. Elle finit par s'incliner en s'excusant pour son comportement et pleure, se sentant mal pour la façon dont elle l'a traité. Yamato s'effondre d'épuisement et Fushikawa gagne la bataille mais perd en esprit. Elle se précipite à ses côtés, inquiète pour lui mais se met en colère lorsqu'elle le voit torse nu. En s'éloignant furieuse, Momo emmène Yamato. Le lendemain, tout le monde se réunit dans la zone d'assemblée. Fukushikawa se demande ce qui se passe. Elle demande à Baldi, mais à sa surprise, la vidéo à son sujet a été supprimée. Elle revoit Yamato qui la salue. En trébuchant, elle sourit et peut-être, juste peut-être, qu'elle commence à l'apprécier. Yamato sort son stock secret de maïs, dévissant le ruban adhésif. En tant que gooner expérimenté, il est prêt pour un peu de plaisir en solo. Il vérifie son stock, maïs, mouchoir, manette. Mais quand il allume la télé, au lieu du maïs habituel, il voit Miyako en robe de nuit. Confus, Yamato vérifie les câbles de la télé et les suit jusqu'à la chambre de Miyako. Kuki dit que la star masculine est enfin là, mais Yamato refuse de faire partie de leur plan et les repousse. Dans sa colère, il les laisse attachés dans une position bizarre. Même Kuki, un robot, semble aimer ça. Le Premier ministre interdit toutes les choses bizarres. Plus tard, le vice-capitaine annonce qu'ils participeront au festival et recruteront un joueur. Les coéquipiers ne sont pas très enthousiastes, mais Momo est très motivé. Chris veut remporter la victoire panique elle-même et soutient cette idée. Le vice-capitaine demande à Yamato si c'est d'accord. Avec tout le monde d'accord pour jouer le jeu, le vice-capitaine dit qu'ils réaliseront la victoire panique. Yamato contacte des gens pour obtenir ce dont ils ont besoin pour la victoire panique, montrant ses connexions précieuses. Ses coéquipiers sont prêts à travailler dur, Chris regarde autour, se demandant ce qui se passe. La victoire panique qu'il crée ressemble à un champignon fruité au lieu de ce qu'elle était censée être. Il le regarde, réalisant que cela ressemble à un phallus en acier, essentiellement une banane géante. Le vice-président veut que le sien soit aussi grand. Chris crie qu'une chose vulgaire comme ça ne peut pas se produire au Japon. Cependant, Miyako est tout à fait pour cela. Mo Senpai commence à caresser le grand joystick. Le vice-capitaine dit qu'ils le défileront et ils peuvent soit le porter, soit monter dessus pendant que les hommes le portent. Miyako s'imagine debout à côté et accepte immédiatement de le porter. Au festival, tout le monde agit étrangement, avec des dames et des champignons violents partout, comme un festival de cons. Même Baldi a offert un champignon mais n'est pas intéressé. Il essaie le féminin et l'échange, provoquant des saignements de nez partout. Le vice-président dit qu'il est temps de porter le champignon. Étonnamment, il est en forme pour quelqu'un qui n'a pas de jeu. Mo Senpai présente les célèbres 4, chacun avec leur propre champignon, disant qu'ils devront les manger. Yamato prépare l'affichage, ajoutant des croquettes de poisson au mélange. Il recommence à mentir, disant qu'au Japon ancien, les femmes étaient jugées sur leur capacité à manger des bonbons suspects. Toutes les filles veulent l'impressionner et lui montrer leurs compétences. Momo leur apprend à manger le champignon de manière sensuelle. Toutes les filles suivent à contre-cœur, sauf Miyako qui est déjà à fond dedans. Le photographe pervers ne peut s'empêcher de regarder hyperventilant. Momo dit à tout le monde de le mordre, provoquant l'évanouissement de tous les gars dans un rayon de 16 km à cause d'une douleur fantôme. Il se tourne vers Yamato pour demander qui a fait le meilleur travail, mais il est parti, de retour au dortoir au téléphone. Il s'avère que ces Bernard l'Ermite se sont échappés. Miyako est déçue de ne pas avoir pu montrer ses compétences à Yamato. Catherine de la classe de F vend de minuscules champignons, mais personne ne les achète car la taille compte. Elle dit qu'elle les a fait elle-même, et Baldi, qui a un faible pour les jeunes fruits, les achète tous. Fukushikawa apprécie son goûter premium, le photographe pervers essaie de calmer le vice-capitaine en disant qu'il a passé du temps à imaginer Fukushikawa, mais cela ne fait qu'empirer la situation. Fukushikawa est défié, et le principal apparaît, leur permettant de se battre en duel. Le vice-capitaine présente son stylo et demande à Fukushikawa ce qu'elle fera sans en avoir un.
Mais le roi de la classe 2S arrive, conduisant un camion qui s'effondre. Optimus Prime en sort avec un champignon gigantesque, plus grand que tout ce que quiconque ait jamais vu. L'équipe de domestiques porte le stylo. Ils commencent un combat à l'épée pendant que Yamato se précipite vers le festival, mais se fait assommer par un homme bandé. L'homme s'excuse et demande le nom de Yamato. Yamato ne se présente pas et l'homme devine qu'il est un guerrier pour avoir pris le coup de poing. Il suppose que Yamato doit venir de la classe EF. Yamato se présente et l'homme mentionne qu'il connaissait son père, un homme de grande fierté qui a quitté le Japon à cause de sa corruption. Ils se disputent au sujet du père de Yamato, l'homme le ridiculisant. L'homme demande à Yamato s'il a quelqu'un de précieux pour lui et lui dit que les gens forment des nations en fonction de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Il remet Yamato à sa place en lui disant que son père a abandonné ses proches. Yamato dit que son père est parti à cause de la corruption du pays. L'homme demande si Yamato a le droit de voter et s'il choisira ce en quoi il croit. Yamato fait le serment de changer le pays à l'avenir. Enfin, Yamato arrive au festival, où les statues de champignons s'affrontent dans un spectacle épique. Tout le monde encourage Yamato à soutenir son équipe, mais la statue s'effondre. Le commandant sage refuse d'abandonner, enlevant ses vêtements pour montrer son bois. Cookie fait de même, révélant un bois encore plus grand, disant à tout le monde de vénérer sa longueur. Yamato est impressionné par tout cela. Plus tard dans la nuit, une réunion secrète a lieu avec le directeur, posant des questions sur la situation et l'équipe de recherche. Un char passe, scrutant l'horizon et verrouillant. Il commence à tirer, mais repère une fille à l'horizon. Elle émerge de la brume, saute sur le char et perce son blindage avec facilité. 2 coups de poing et un coup de pied plus tard, le char est hors d'usage. Elle reçoit un rapport indiquant que 4 autres chars approchent. Ils commencent à tirer sur elle, mais elle fonce vers eux et les élimine rapidement. Son supporter félicite le Major, qui lui dit de ne pas utiliser son grade lorsqu'elle parle. Le test est réussi. Son ami répond. Pendant ce temps, Momo pique une crise, se plaignant de ne pas avoir d'adversaire fort à affronter. Comme Goku, elle a soif de défis. Chaque jour, elle pense à son dernier combat avec le shinobi à la chevelure blanche et porte son uniforme. Le principal entre dans sa chambre, et elle l'appelle un voyeur. Momo veut se battre avec lui, mais il dit que la ville en souffrira s'ils le font. Cependant, il lui offre 2 secondes de son temps, elle en veut 10. Le vieil homme n'est pas sûr de pouvoir tenir aussi longtemps. Il se décide pour 3 secondes, mais seulement si elle passe toute la journée en maillot de bain. S'il perd, il portera un maillot de bain. Momo soutient que 3 secondes ne seront pas suffisantes pour la satisfaire, et s'en va en colère, laissant le principal perplexe. Pendant ce temps sur un yacht, 2 méchants pêchent et profitent de la brise marine. Celui aux cheveux bleus attrape ce qui semble être un poisson, mais il s'avère que c'est un accro de la gym. Yamato est assis au bord de la rivière, réfléchissant à une conversation avec un homme mystérieux qui a dit « Une nation est un ensemble de personnes précieuses ». Momo, voulant embêter Yamato, le trouve perdu dans ses pensées. Avant qu'elle ne puisse l'approcher, Kuzuko l'emporte sur son pneu. Cookie dit à Momo qu'elle devrait faire quelque chose de sa vie, pas seulement combattre des bombes. Alors que Yamato arrive, Momo le taquine pour avoir négligé sa grande sœur. Mais avant que quoi que ce soit ne se passe, Chris arrive en demandant à Yamato de regarder un film avec elle, l'entraînant et laissant Momo jalouse. Momo se dirige vers le dojo où elle tombe sur le vice-commandant. Yamato arrive et Momo dit que ce n'est pas important quand il lui demande ce qui ne va pas. Friki arrive, étreignant Yamato et demandant s'il est fâché à propos de ce qu'elle a fait à son maïs. Yamato l'entraîne, laissant Momo seule. Elle s'éloigne, prévoyant de noyer ses sentiments dans une montagne de cheeseburgers. Quand elle aperçoit Yamato, elle est sur le point de le taquiner à nouveau, mais Yuki le heurte, lui tend un bento et lui demande s'il veut déjeuner ensemble. Yamato accepte, rendant Yuki incroyablement heureuse. Momo regarde depuis la touche, se demandant pourquoi Yamato est si populaire auprès des femmes. Il avait l'habitude de la suivre partout. Yamato est assis avec Momo en disant qu'il est curieux de savoir ce qu'elle veut dire. Elle lui demande ce qui ne va pas et il élude la question, agissant comme s'il s'en fichait. Mais il la presse, disant qu'il sent que quelque chose ne va pas. Momo finit par avouer qu'il n'a pas été présent. Dans la salle des ventes, l'exécutif annonce qu'aucune pornographie ne sera plus autorisée à l'académie. Tout le monde est choqué et une répression commence pour fouiller les dortoirs. Kuzuko dit à Yamato qu'elle va l'arrêter. Yamato se demande pourquoi elle est si passionnée. Cookie lui montre une photo du festival qui a fait la une des journaux internationaux et Cookie se démarque. Elle dit à Yamato qu'il ferait mieux d'assumer ses responsabilités. Cookie dit que le mannequin a été assassiné après l'événement. Momo se fiche d'être sur le site web non plus. Yamato se demande quoi faire et se tourne vers Momo, mais elle n'est pas d'humeur à aider. Tout le monde la regarde avec surprise. Serait-ce une mission sur laquelle elle pourrait aller sans retenue ? Momo boude et s'en va, laissant tout le monde confus. Elle traverse la ville et Yamato essaie de la trouver mais n'y parvient pas. Il demande autour de lui mais n'obtient aucune réponse. Finalement, il s'assoit près de la rivière en pensant à ce qui ne va pas avec Momo.
Il prend un soda d'un distributeur automatique, un photographe pervers apparaît, le cherchant et lui offrant des magazines spéciaux. Yamato demande d'où ils viennent. Le photographe le conduit à la salle de jeu et lui dit que les magazines viennent d'une femme là-bas. Yamato suit la piste, atteignant finalement le port. Il essaie d'appeler tout le monde, mais un homme l'attrape, disant qu'il a un bon plan. Yamato réalise que ce sont les shinobi d'avant. Ils sont des contrebandiers, pas des ennemis, et lui propose un véritable trafic d'armes. Mais juste au moment où il s'apprête à lui tirer dessus, la cour prend feu. Les 4 redoutables sont derrière les shinobi. Kuzuko reconnaît le meneur, mais est rapidement balayé alors qu'il s'éloigne avec son appendice. Yamato et ses amis poursuivent le ninja, déterminés à ne pas tomber 2 fois dans le même piège. L'ancien instructeur, maintenant un type louche, dévoile sa philosophie. Le pouvoir est justice. Il introduit sa famille, sa première fille, sa deuxième fille, son premier fils et sa troisième fille. La première fille se heurte à Kuzuko, tandis que la troisième fille et le premier fils s'entendent bien. Miyako essaie de tirer sur l'instructeur avec une arme à projectile, lui disant de ne pas sous-estimer son œil d'archer. Mais Yamato est distrait lorsqu'une beauté aux cheveux bleus l'embrasse profondément, ce qui fait perdre la concentration aux 4 redoutables. L'ex-instructeur en profite pour tirer avec un pistolet sur Miyako. Yamato remarque et se précipite pour la protéger. Elle pense que c'est de l'affection, mais la balle manque Miyako et est sur le point de frapper Yamato. En une fraction de seconde, Momo parvient à la détourner d'un coup de front et se prépare à frapper l'instructeur. Une beauté à la chevelure blanche se lève, disant à Momo que cela fait longtemps qu'elles ne se sont pas battues. Tout le monde est surpris qu'elle puisse tenir tête à Momo. Elle est une ancienne membre des 4 divas. Tachibana ne veut pas que quelqu'un interfère et arrête l'attaque de Momo avec son bras. Momo, ne reculant pas, infuse son énergie dans ses coups, créant un flou doré dans une tentative de briser les fenêtres. Tachibana le bloque, mais l'onde de choc ne casse pas les fenêtres. Le groupe se rend compte que quelque chose ne va pas. Le corps de Tachibana est entièrement en métal. Elle a été augmentée. Le supérieur de Momo active Ororo, déchiquetant le bras de son adversaire et révélant des extensions cybernétiques. Tout le monde regarde la contrefaçon d'Android 18, se demandant qui elle est. La beauté aux mains blanches sourit en dessous, échangeant coup pour coup avec le senpai de Momo, qui n'a jamais fait face à un tel défi. Les deux luttent, chacun portant des coups lourds, et les spectateurs regardent avec admiration. Yamato remarque que quelqu'un se précipitait vers la sortie. Alors que le camarade de Momo se fait tabasser, la beauté aux cheveux blancs prend le contrôle avec un coup de poing dans le ventre. Mais le camarade de Momo ne reste pas à terre longtemps. Elle active son facteur de guérison et se rétablit en un instant, expliquant qu'elle peut contrôler son métabolisme. Takae, connue pour sa puissance explosive et sa vitesse, est une ancienne membre des 4 divas. Yamato se demande si elle est une extraterrestre, incertain s'ils doivent la soutenir. Il observe le senpai de Momo, demandant à Takae pourquoi elle se range du côté des méchants. Takae admet avoir commandé des armes chez eux, mais Kuzuko et les autres essaient d'intervenir. Une flèche bien placée repousse Takae, offrant une ouverture au senpai de Momo. Yamato forme un plan, tout le monde devrait attaquer ensemble car Takae ne peut pas tous les bloquer. Pendant ce temps, Kukai partage un thé avec le senpai de Momo et explique que Takae était autrefois un soldat puissant qui a rejoint les forces de défense et a été tué au combat. Par la suite, elle a pris en charge les affaires militaires du Japon, supervisant des armes défectueuses et hors de prix vendues aux soldats. Les politiciens cachent ses échecs, mais le senpai de Momo se demande ce que Kukai veut dire. Kukai révèle que Takae est maintenant déterminé à créer les armes les plus puissantes du monde avec son propre projet, armure de combat à prothèse cyborg. Momo se souvient du bras cybernétique qu'elle combat, Aki rapporte qu'il y a 6 ennemis. L'un est un commandant et non un guerrier, et ils ont une mission critique, donc ils doivent battre en retraite. Takae demande des renforts car sa force augmente. Le senpai de Momo essaie de suivre le plan de Yamato, mais Takae esquive leurs attaques avec précision, narguant le senpai de Momo en l'embrassant sur la joue au lieu de se battre sérieusement. La police arrive et des camions de soutien mystérieux bloquent le chemin, exigeant que Takae se retire, mais elle s'amuse trop pendant le combat. Yuki et les autres se tournent vers Yamato pour obtenir des conseils. Il ordonne à Momo Senpai de créer une ouverture et elle s'avance, mais c'est une ruse et tout le monde attache une bombe à son membre. Au manoir, Kukai explique que former un soldat vétéran coûte cher et que lorsque les soldats prennent leur retraite à cause d'une blessure, c'est une perte énorme. La solution consiste à compléter les corps avec des machines permettant aux soldats d'élite de retourner sur le champ de bataille. Le senpai de Momo réalise que Takae a simulé sa mort et est maintenant plus puissante que personne ne s'y attendait. Kukai avertit que c'est une affaire hautement politique, mais le senpai de Momo jure de vaincre Takae. À la résidence du Premier ministre, des rapports sur la contrebande de Takae et ses possibles plans de guerre arrivent, mais une opération de sécurité publique pourrait nuire à l'image du président. Le Premier ministre ordonne à la police de gérer cela. De retour au port, une explosion secoue la zone, mais Takae est indemne. Elle crée un point de foudre et électrifie tout le monde sauf Momo Senpai en les appelant idiots free.
Momo-senpai aime l'opportunité de se donner à fond. Takaka transforme ensuite son bras en mitrailleuse et ouvre le feu. Momo-senpai, imperturbable, continue de se régénérer et taquine Takake sur l'endroit où elle a acheté ses armes. Takake prévoit de l'épuiser, mais Momo-senpai continue d'esquiver ses attaques, les qualifiant d'ennuyeuses. Takae intensifie son assaut, projetant Momo-senpai contre des bâtiments et la mitraillant de balles. Malgré les coups reçus, Momo-senpai continue de se régénérer et les deux poursuivent leur combat brutal. Yamato veut les arrêter mais Momo-senpai s'amuse. La bataille s'intensifie et ils portent le combat dans les airs. Momo-senpai frappe Takae, lui faisant saigner, mais Takae se rétablit rapidement et contre avec des projectiles. Momo-senpai les bloque, mais un projectile se dirige droit vers Yamato. Alors qu'il fonce vers lui, il se prépare à l'impact, pensant que c'est la fin. À l'hôpital, Momo-senpai regarde Yamato en soins intensifs, la douleur la consumant. Comme le destin l'aurait voulu, Yamato, au lieu de sortir avec Momo, est connecté à un système de maintien en vie avec 3 de ses meilleurs amis qui pleurent pour lui qu'il ne va pas mourir sans toucher de l'herbe. Jito veut lui montrer du maïs premium pour le faire revivre. Même les filles ont les larmes aux yeux, avec Kuzuko qui avoue son amour, Chris avouant ensuite et Yuki avouant après elle. Momo lui dit qu'il sera battu à mort s'il meurt. Tout d'un coup, le système de maintien en vie affiche une ligne plate et Momo s'effondre à côté de Yamato. Mais tout à coup, le système de maintien en vie se rallume et quelque chose se lève. Tout le monde est soulagé que Yamato soit enfin terminé et qu'ils aient sous-estimé le pouvoir de la radio pour adultes. Cela peut ramener un homme du bord de la mort. Kuzuko, quant à elle, se souvient de sa confession et se tortille de gêne. Elle n'est pas la seule. Tout le monde se tortille d'embarras. Miyako regarde tout le monde avec un air d'hostilité, réalisant qu'ils sont après la même banane. Kuzuko essaie de prendre de l'avance en vérifiant Yamato, mais il est rapidement repoussé. Chaque fille essaye de passer un moment seule avec Yamato, mais elle ne laisse aucune d'elles sortir de la pièce. Les garçons ont peur en regardant la rivalité intense entre elles, tout le monde veut partir mais ne peut pas. Yuki, un petit esprit qui augmente son ego, se précipite vers Yamato avant d'être immédiatement écrasé par les 3 autres. Yamato, quant à lui, est occupé à jouer à des jeux, il est en colère de ne pas pouvoir se lever. Kuki le rassure que sa force réside dans son esprit, tout sentiment que Yamato boudait, qu'elle était très rapide et pouvait prévoir leurs attaques. Il réalise que Saki a fait modifier son œil gauche pour pouvoir analyser ses adversaires. Yamato est toujours content qu'ils aient gagné grâce au pouvoir de Momo, mais Kuki souligne que même Momo-senpai ne peut pas gagner facilement et que c'est un problème politique, donc ils ne peuvent pas les affronter à nouveau. Au sommet d'un bâtiment, Momo-san essaie de récolter de l'aura, mais est interrompue par Takai qui lui dit d'arrêter. Que fait-elle ? Elle affirme clairement que Yamato a été blessé non pas à cause de Takaya, mais à cause de son ego. Parce qu'elle était absorbée par son combat, va-t-elle refaire la même erreur? Son amour pour le combat est sa perte, et elle ne peut pas gagner contre Takaya. Elle n'a pas seulement la puissance d'une machine, mais aussi une volonté forte et une énergie vitale. Mais Momo-san veut toujours venger Yamato. Les garçons ont peur en regardant la rivalité intense entre eux. Tout le monde veut y aller mais ne peut pas. Yuki, un petit esprit qui booste son ego, se précipite vers Yamato avant d'être rapidement écrasé par les 3 autres. Yamato, quant à lui, est occupé à jouer à des jeux, il est en colère de ne pas pouvoir se lever. Kuki le rassure que sa force est de se battre avec son esprit, tout sentiment que Yamato boudait, qu'elle était très rapide et pouvait prédire leurs attaques. Il réalise que Saki a son œil gauche modifié pour pouvoir analyser ses adversaires. Yamato est toujours heureux qu'ils aient gagné grâce au pouvoir de Momo, mais Kuki souligne que même Momo-senpai ne peut pas gagner facilement et que c'est un problème politique donc ils ne peuvent pas les affronter à nouveau. Au sommet d'un bâtiment, Momo-san essaie de cultiver l'aura mais est interrompue par Takai qui lui dit d'arrêter. Que fait-elle ? Elle affirme clairement que Yamato a été blessé non pas à cause de Takai, mais à cause de son ego. Parce qu'elle était absorbée par son combat, va-t-elle refaire la même erreur? Son amour pour le combat est sa perte et elle ne peut pas gagner contre Takaya. Elle possède non seulement la puissance de la machine, mais aussi une forte volonté et une énergie vitale. Mais Momo-san veut toujours venger Yamato. Takaya l'a fait se sentir mal de ne pas avoir avoué ses sentiments à Yamato, disant que ce monde est temporaire et que si elle ne saisit pas l'occasion, elle pourrait disparaître. Elle essaie de fuir ses sentiments et ses responsabilités en cherchant des combats, et elle ne peut pas gagner avec ce niveau de ténacité. Elle dit que maintenant, la famille Kuki va prendre le relais de l'opération. Pendant ce temps, dans un laboratoire secret, Takai recharge ses bottes en étant allongé sur le lit avec son subordonné. Elle regarde son œil, se demandant s'il lui fait mal. Takai demande à Saki si elle regrette de l'avoir suivi, mais elle lui répond qu'elle ne regrette jamais, et combien de fois va-t-elle lui poser cette question? Elle s'approche pour s'embrasser, partageant un moment tendre. Pendant ce temps, le trafiquant d'armes offre un pot-au-feu à son gang, disant que la contrebande d'armes est la première étape de leur belle vie.
Ils vont faire des folies, et ils ont beaucoup d'argent, et ils vont faire un malheur. Il explique qu'à l'époque, le Japon devait être un état neutre sans aucune puissance militaire, mais il a trouvé cela insensé. L'armée suisse est la plus puissante du monde. Les autoroutes sont éloignées des avions militaires. Chaque foyer possède des fusils. Il révèle ensuite que sa source d'information est un manga disant que la Suisse a des banques suisses, ce qui est une évidence. Le chef de bande est aussi bête que ses pieds. Il leur montre ensuite un numéro de compte et un stylo, disant qu'il y a des milliards là-dedans. L'un d'eux veut dépenser de l'argent tous les jours. Le premier fils veut aussi manger tous les jours. Ils commencent à se plaindre de ne pas avoir de bonne nourriture, même s'ils sont riches, mais il brûle les détails du compte en disant « tout fait partie du plan ». En allumant sa cigarette, il provoque accidentellement l'incendie de la cuisinière. À l'hôpital, Yamato regarde une vidéo et parvient à apercevoir un peu de saké en disant que le Japon est un endroit dangereux. Pas étonnant que son père l'ait abandonné. Mais il se souvient de sa rencontre avec un étranger. Miyako arrive dans un autre uniforme, demandant comment il se sent, et elle est là pour mettre un thermomètre quelque part où le soleil ne brille pas. Yamato commence à s'effondrer. C'est vrai qu'il veut applaudir le gâteau, mais il ne veut pas que son gâteau soit applaudi. Ce que dit Chris, c'est qu'ils ont été seuls dans la pièce. Tout le monde commence à leur parler de leur lien avec Yamato, et comment Yamato les a tous vus dans des positions discutables. Et maintenant, Yamato doit prendre ses responsabilités et les épouser. Kuki arrive pour le sauver, montrant des images de Takai traversant un mur de flammes à Tokyo. Les filles s'enfuient en essayant de venger Yamato. Même s'il est en vie, il ne peut pas les arrêter étant si faible et inutile. Le principal dit à Yamato qu'il a été assez blessé. Pendant ce temps, de nombreux tireurs d'élite se concentrent sur Takai, mais elle esquive toutes les balles et sort son propre pistolet, plus grand et plus noir. Voyant qu'ils ont un bon équipement, ce qui est surprenant, Momo Sentai demande à Takaya quel est son objectif et elle déclare la guerre contre le pays. Pendant ce temps, à l'endroit juste à côté du combat, les 4 des BARS sont assis en silence, demandant à Kuzuko quand ils arriveront. Le train s'arrête rapidement avec un crissement car un incendie s'est déclaré et le service a été suspendu. Cela met les filles en colère, elles commencent à se plaindre qu'elles auraient dû rester à l'hôpital avec Yamato, mais regardent le combat sur le téléphone de Yuki avec Momo Sentai face à face avec Takaya. Elles aperçoivent également Yamato se dirigeant vers le combat, chevauchant Koki. La ville est en ruine avec de la fumée s'élevant tout autour d'eux. Un homme important du Parlement veut appeler les forces spéciales. Entre-temps, Momo Sentai et Takaya s'élancent l'un contre l'autre, mais Momo Sentai réussit à la manœuvrer, l'attrapant et la projetant dans le parking souterrain. Elle se demande si cela fera l'affaire, mais une rafale de balles laisse entendre le contraire, disant qu'elle n'aura pas d'autre chance. Momo Sentai ne peut pas croire qu'elle puisse bouger. Pendant ce temps, son soutien analyse son adversaire. Quelques snipers tentent d'abattre Takaya, mais le soutien les arrête. Yamato apparaît à côté de Chika et Koki l'élimine, ainsi que la capacité de Takaya à analyser la situation. Elle se remémore ses jours dans l'armée, combattant aux côtés de ses compagnons contre un groupe de trafiquants de drogue, avec des coups de feu retentissant autour d'eux et des explosions illuminant le ciel. Elle a été gravement touchée par l'une des explosions. Koki dit à Yamato que Momo Sentai prend le dessus et qu'ils ont eu raison de choisir le technicien qui sera leur otage, mais elle leur dit de ne pas se mettre en travers du chemin. Yamato, toujours aussi gentleman, menace de lui retirer sa culotte. Dans un vrai combat, il est impossible d'attraper un point. Tu es étonnamment fort, frère. Tu es fort, fier. Que fais-tu? Ils regardent la ville s'embraser, disant qu'ils ont fait un gâchis. Les ministres se sont réunis pour parler avec le premier ministre. Pendant ce temps, dans un avant-poste abandonné, un homme tient un téléphone portable à son oreille avec une arme sur sa tempe. Le sniper est en communication avec le chef du réseau de drogue. Koki dit qu'elle est en contact avec quelqu'un. Yamato veut qu'elle explique comment le Japon les a abandonnés. Elle dit que son père a abandonné le Japon et c'est assez simple. Le pays n'aime pas les individus et il n'est pas une exception. La vilaine Tenko se libère rapidement et embrasse Kuki, le rendant fou et le faisant littéralement s'effondrer. Yamato est alors à court de munitions et d'options. Elle lui demande s'il sait en quoi le gars se spécialise et c'est une technique de baïonnette. Elle arrache la lame devant le fusil. Elle saute vers Yamato, où elle est à nouveau sauvée par son groupe de méchants. Il leur demande pourquoi ils sont là, ils commencent à s'énerver à cause des dégâts infligés à Kuki, mais le sniper récupère des données sur eux tous, traitant leur pattern d'attaque et esquivant chaque attaque comme si elle avait un instinct ultra. Elle brise même l'épée de Chris et lui donne un coup de pied dans le ventre, sort un magazine et utilise la lame de Kuzuko pour recharger le fusil et tirer avec l'arc de Miyako. Elle sort ensuite une épée pour Yuki, mais alors qu'elle essaie de s'échapper, un couteau à cran d'arrêt apparaît sous la crosse de la lame et Yuki n'est pas à la hauteur de sa ténacité, parvenant à peine à sauver sa vie en tailladant les balles. Yamato la regarde avec étonnement, ou sait qu'elle peut prédire leurs attaques et qu'il manque de travail d'équipe. Il regarde derrière lui. Pendant ce temps, les filles sont visiblement secouées, incapables de faire quoi que ce soit, mais elles regardent Yamato et sortent son poing. Tout d'un coup, il veut lui enlever sa culotte. Il ouvre sa fermeture éclair, mais au lieu de sortir son champignon, il sort un taser,
la remplissant d'électricité. Elle se rappelle encore une fois de la scène précédente où ils n'avaient pas l'autorisation d'engager l'ennemi même si leur chemin de retraite était bloqué. Alors que le lance-roquette était sur le point de la frapper, Takai l'a protégée de son propre corps. Ses souvenirs douloureux ne sont rien face au pistolet électrique et elle les ignore en pointant sa lame vers Yamato, leur disant d'arrêter et de déposer leurs armes. Elle les traite de pathétiques en disant qu'ils étaient sur le point de donner leur vie si le pays en valait la peine. Momo est essoufflée et Takai ne va pas bien non plus. Elle active son jetpack pour s'enfuir, mais Momo la suit aussi et elle trouve Yamato face contre terre avec une lame au-dessus de sa tête. Takai dit que son plan est un pas de plus. Elle voulait se battre avec lui, mais maintenant elle ne veut plus se battre parce qu'elle veut se battre. Elle veut les faire tomber pour avoir blessé Yamato. Takai dit à Saki de le faire. Takai regarde Momo-san sur le point de faire un geste audacieux, mais les 4 autres filles lui disent d'arrêter et de ne rien faire là-bas. Takai dit à Momo que c'était amusant, mais sa voix indique que ce n'est pas encore fini. Une figure mystérieuse quitte un hélicoptère et met rapidement Saki hors de combat, tout en sauvant Yamato au passage. Il s'avère que c'est Kuki. Agia sourit. Mais Takai est toujours confiant, la pointant vers Saki, mitrailleuse sur Saki et lui disant qu'elle devrait mourir. Elle accepte son destin, et Momo la pousse hors du passage des balles. Il s'envole, Momo utilise une récupération instantanée pour se débarrasser des balles, et il regarde Yamato une fois de plus meurtri et battu. Son visage montre de l'inquiétude. Kazuko se souvient qu'ils s'entraînent ensemble. Miyako se souvient de la façon dont elle l'a taquiné. Yuki se souvient de sa routine de boîte à lunch. Et Chris se souvient de ses débats justes. Momo se souvient qu'il l'a harcelé pour savoir ce qui n'allait pas. Elle serre les poings et dit à tout le monde d'arrêter. Elle leur dit de rester loin de Yamato, leur demandant pourquoi il se rapproche. Elle n'approchera pas. Elle crie que Yamato lui appartient et qu'elle ne laissera personne d'autre. Momo crie que Yamato n'appartient qu'à elle, mais le petit cheval esprit trouve le courage de lui dire qu'elle l'a rejeté encore et encore. Elle devrait se mettre à la place de Yamato. Elle ne répond pas à ses sentiments et il est plus facile pour elle de laisser les choses telles qu'elles sont. Yuki essaie de faire taire le petit cheval. Elle se demande si elle va se décolorer et Momo s'éloigne, leur disant d'arrêter de l'appeler Senpai. Elle regarde l'horizon en disant à Kuzuko de ne pas l'appeler sœur. Il devrait la traiter comme une autre femme. Elle leur dit d'arrêter de l'appeler sœur, mais le petit cheval esprit prend le courage de leur dire d'arrêter de l'appeler. Momo Senpai leur dit de ne plus lui donner Osama. Elle est sur le point de prendre le contrôle de Yamato, mais Miyako, et cela ne l'arrête pas. Tout le monde veut soulever Yamato, mais continue de le laisser tomber. Jiro va souffrir d'une grave commotion cérébrale après son réveil. Plus tard au dortoir, Yamato est encore plus meurtri qu'au début. Le lendemain matin, la femme de ménage dit à tout le monde de bien manger, mais une atmosphère froide règne parmi les filles. Elles mangent à peine et s'observent les unes les autres, bien que les seuls qui parlent soient le vice-commandant et son ami. Tout le monde parle de Yamato et de comment il se réveillera bientôt. Kuzuko met un morceau de croquette dans l'assiette de Yamato et tout le monde suit son exemple, et une montagne de croquettes arrive. Mais au lieu de Yamato, Momo Senpai les dévore et tout le monde la traite de méchante. Il se demande si Yamato dort encore, et les filles se précipitent dans sa chambre pour le vérifier. Même le vice-commandant court vers lui, Kuzuko crie qu'elle sera celle qui le réveillera. Ils courent pour sauver leur vie, alors que Yamato souffre de son succès. Ils font irruption dans la chambre et s'écrasent sur le futon, mais Momo Senpai utilise sa vague pour les repousser. Cependant, il s'avère que Yamato a utilisé sa grande technique de substitution de concombre. Il est sorti près de la rivière. Se rappelant de Takeshika et de leur histoire, il se souvient aussi que son père a abandonné le pays. Il se demande ce qu'il adviendra du pays. L'homme mystérieux arrive à côté de lui. Pendant ce temps, les filles sont occupées à ranger la chambre de Yamato après avoir mis le désordre. Momo Senpai, quant à elle, joue avec ses crabes ermites. Elle découvre par accident sa cachette de maïs. Elles examinent sa collection. Mais Momo Senpai essaie de se ramener à la réalité. En tant que sa sœur, elle devrait vérifier ce qu'il regarde. L'homme mystérieux se tient à côté de Yamato, s'excusant de l'avoir entraîné dans cette affaire. Il mentionne également la fille et comment il pensait qu'il était inutile de se battre pour le Japon, et Yamato n'arrive pas à se convaincre. Ils discutent de savoir s'il faut essayer plus fort ou abandonner. L'homme dit qu'il ne sera pas optimiste, mais qu'il ne pourra pas se pardonner s'il ne fait rien pour l'avenir. C'est une question de satisfaction personnelle. Yamato lui dit qu'il a protégé une fille des intimidateurs à son jardin d'enfants et il a pensé la même chose. S'il ne l'avait pas protégée, il se serait dégradé en un flanc et il voulait de l'autosatisfaction.
Maintenant, la fille le suit partout. L'homme se demande s'il est heureux de l'avoir sauvé. Yamato réfléchit un instant et répond que c'était bien. L'homme dit qu'il n'y a pas d'autosatisfaction mais de la justice. Pendant ce temps, les filles ont vu des horreurs au-delà de leur compréhension sous la forme de CD et cassettes de Yamato. Tous les extras de O sont visiblement secoués. Momo Senpai regarde juste l'écran, impassible. Momo Senpai crie au film pour être si préoccupé par Yamato, mais les filles disent que celui qu'elles aiment ne regarde qu'elle. Chris la rend furieuse et elle comprend, et si elles ne le veulent pas, elles devraient l'emmener de force. Chris la défie en duel. Mio la défie également, suivi par Kuzuko, et ensuite Yuki. C'est un duel total. Momo Senpai accepte de les affronter tous ensemble. Après avoir parlé avec l'homme mystérieux, Yamato se sent un peu mieux. On lui dit qu'il doit aller de l'avant, et peu importe si le pays en vaut la peine ou non. L'homme mystérieux obtient l'information que Taka organise une émission, qu'elle détruira 7 nations, éliminant tout le monde sans exception ni pitié. Son but est la destruction, le chaos pur, et l'élimination du Premier ministre. Tout le monde devrait écouter sa voix. Elle sera leur ennemi et ils mourront la prochaine fois qu'ils la verront. Le Premier ministre donne enfin l'ordre de mobiliser les forces de défense spéciales. Les chars et les hélicoptères entrent dans la ville. Takai, quant à lui, prend une douche chaude avec Shika et polit sa lame. Shika se demande si elle devrait polir la lame de Takai aussi. Le Premier ministre ne quitte pas sa résidence et les troupes s'y rassemblent et renforcent la défense. Taka dit que c'est la dernière partie de la pièce. Shika la serre dans ses bras, lui disant de rester un peu. Ils partagent un moment touchant, et Taka s'excuse en la serrant dans ses bras. Pendant ce temps, Momo Senpai se bat avec les 4 divas, les surpassant clairement même avec leur travail d'équipe. C'est un combat sérieux avec Yuna-sama. De l'autre côté, des chars passent, repérant un groupe de civils dirigé par le premier fils. Ils chargent les forces spéciales et les mettent rapidement hors d'état de nuire, leur donnant une bonne raclée. C'est la qualité plutôt que la quantité. Les autres trafiquants de drogue observent cet assaut de loin. Ils hésitent à tirer sur des civils et c'est pourquoi ils se font tabasser et Shika a bloqué leur radio. Yamato regarde les événements se dérouler et la destruction qui suit l'attaque. Il regarde tout le monde partir en flammes. Pendant ce temps, Momo Senpai et les autres continuent leur duel, avec Momo Senpai frappant tous ceux qui s'approchent à 1 mètre de sa rage. Ses yeux brillent de fureur et elle frappe violemment Kuzuko contre le sol. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle dit à Kuzuko d'arrêter, mais elle refuse d'abandonner. Même face à une telle puissance écrasante, elle refuse d'abandonner et elle aime Yamato. Elle avoue qu'elle se sent à l'aise avec lui, toutes les filles déclarent leur amour et la profondeur de leurs sentiments pour Yamato. Momo rompt enfin le silence en disant qu'elle dépend de sa gentillesse et qu'il a toujours été à ses côtés. C'était amusant tant que ça a duré et elle souhaitait que ça dure pour toujours. Lorsqu'il lui a avoué, elle était heureuse, mais en même temps, elle avait peur que cela ne gâche leur relation actuelle. Et quand les autres se rapprochaient de Yamato, elle a réalisé qu'elle l'aimait et que ses sentiments étaient réels. Yamato arrive, disant à tout le monde d'écouter. Ils doivent protéger le pays et il pourrait penser qu'il parle beaucoup, mais il veut vraiment protéger ce pays, bien qu'il ne l'aime pas beaucoup. Il y a de la laideur partout, mais c'est un endroit où il y a des amis. La fille qu'il aime habite là, et cela devrait suffire à les convaincre. Momo accepte de le rejoindre. Après tout, il veut devenir Premier ministre, et cela ne marchera pas s'il n'y a pas de pays à diriger. Il sourit aux filles, prêtes à se rallier à lui, prêtes à lui confier leur vie. Son gang de garçons arrive aussi, Devo, Avenged Cookie. L'homme mystérieux regarde Yamato et les autres avec une expression de douleur sur son visage. Les nouvelles couvrent les délinquants qui se battent contre les forces spéciales. L'un d'eux essaie de ramasser une arme, mais le fils aîné lui dit de ne pas être idiot. S'ils ont des armes, alors les forces spéciales tireront aussi. Mais la famille de Kazuma arrive sur les lieux. Le premier fils veut leur casser la figure. D'autres arrivent aussi. La première fille, la deuxième fille et la troisième fille affrontent leurs homologues. Le dealer de drogue, quant à lui, souhaite rester en retrait, mais il fait face à Yuki. Yamato affronte également de nombreux délinquants avec son sabre. Takai est prêt à régler ses comptes avec Momo. Momo saute vers Takai, réduisant la distance entre eux et frappant dans l'air pour envoyer des ondes de choc autour d'elle. Yamato fait face à Shika. Pendant ce temps, la première fille avale quelques comprimés pour monter de niveau. Elle devient accro. Pendant ce temps, la deuxième fille fait face à Chris. Le dealer est autour de Yuki, sans lui laisser d'ouverture, admirant son esprit. Yuki se demande pourquoi il fait ça, l'homme dit qu'il est si fort, mais que rien ne va à cause de gens comme lui. En revanche, la troisième fille s'amuse à repousser les flèches avec son panneau stop. Mais Mio joue salement et lui lance un caillou au visage. Elle se met en colère et commence à tourner son panneau stop. Yuki utilise ses coups, mais l'instructeur l'envoie voler. Takai utilise son jetpack pour suivre de près, mais elle est de nouveau attrapée par Momo en plein vol et est sur le point d'être renvoyée sur le parking. Mais Takai contre les mouvements.
Shika se débarrasse également rapidement de Yamato. Toute l'équipe est en mauvaise posture, mais Yamato refuse d'abandonner, se souvenant de l'abandon du pays par son père, de la façon dont les personnes précieuses forment des familles et les familles forment des villes. Une nation n'est qu'un groupe de personnes précieuses. Dans un pays comme celui-ci, ils ne peuvent pas dire aux gens qu'ils aiment vraiment, sinon ils seront orchestrés par la société. Pendant ce temps, l'homme mystérieux enlève ses bandages et fait face au Premier ministre dans son bureau. Il demande qu'une personne à la retraite ne devrait pas être ici. Le Premier ministre dit qu'il veut toutes les paroles. Ils ont un débat sur leur propre croyance en la justice et comment il n'est pas juste d'utiliser les autres comme tremplin. Le Premier ministre crie que les forces spéciales sont mobilisées. Une nation n'est qu'un trophée tournant pour les gagnants. Pendant ce temps, Momo Senpai est rejoint par Kuki Agiya. Les trois puissants s'affrontent dans une impasse mexicaine. Il demande à Takai sa véritable motivation. Il dit qu'elle tuera tout le monde dans le pays, mais Agiya refuse de le croire. Les chars semblent brûler et les tourelles sont construites avec un joint rigide rouge. Le char est conçu pour protéger l'équipage en laissant l'explosion s'échapper vers le haut, vers le bord. Elle vise délibérément cet endroit. Tous les magazines vont exploser, mais l'équipage sera en sécurité. Il n'y a pas de victimes au port ni lors de l'explosion de la ville, elle voulait sacrifier sa vie pour la nation, même si les gens l'oubliaient. Mais elle a appris que cette nation n'est qu'un paradis pour les fous. Elle se fiche de sa propre mort, mais il est douloureux d'envoyer ses subordonnés dans le danger pour les ambitions d'un homme sans valeur. Elle lui demande si elle sait à quel point c'est douloureux. Ils chérissent la nation et veulent qu'elle soit chérie là-bas, mais tout cela n'était qu'un paradis pour les fous. Elle s'envole du parking. Pendant ce temps, le premier fils part à la poursuite des pêches de Jito. Guido, en revanche, ne veut pas qu'il soit le premier. Les délinquants tombent sur une petite fille mignonne qui les mène dans une ruelle où un photographe pervers les choque avec un taser à haute tension. Il s'avère que la fille mignonne est leur camarade de classe. Tout le monde cherche Yamato qui est toujours en train de se remémorer son père. Son père lui demande s'il veut vivre ici, même si son père n'est pas en mission. Après un moment de réflexion, il répond qu'il le veut vraiment. Et si ce pays devient un endroit où tout le monde s'aime, reviendra-t-il parce qu'il deviendra président quand il sera grand et rendra le pays à nouveau formidable. Il se souvient de son pacte important et veut se battre, mais son sabre est à court d'énergie. Tout à coup, le chien de Maro apparaît devant lui. Hyde revient aussi, disant qu'il doute que la famille Kazama essaie toujours de le laisser derrière. Maid-sama se demande si elle devrait se débarrasser d'eux. Hyde dit que créer une place pour leur nation semble bien, et il apportera à Yamato son plein soutien, et il a aussi un cadeau. Kuki arrive en disant qu'il a même obtenu un bonus. L'équipe de femmes de ménage arrive et s'occupe rapidement des délinquants. Les élèves non combattants regardent leurs camarades de classe sauver leur pays, avec les forces spéciales étant une plaisanterie, laissant les enfants gérer les problèmes des adultes. Fushikawa arrive aussi, rejoignant le combat. Pendant ce temps, les 4 divas ont du mal à trouver leur place. Yamato arrive, disant qu'il veut se battre avec ses proches à partir de maintenant. Il appelle les filles, disant qu'il veut les protéger et qu'elles ne doivent pas mourir. Mais elles disent que Yamato doit être prêt à envoyer leurs alliés à la mort, même si cela signifie obtenir la victoire. Même Momo Senpai partage cet avis et Yamato vole sa récompense, leur disant de mourir pour lui. Momo Senpai utilise la récupération instantanée. Il est temps de riposter. Il se bat avec une vigueur renouvelée. Miyako fixe quelque chose sur ses flèches avec un style spécial. Les flèches deviennent soudainement folles, suivant une trajectoire étrange. Chris prend également l'avantage. Kuzuko repousse son adversaire et Yuki fait face à son adversaire avec l'arrivée d'Akiya. L'instructeur leur dit qu'ils vont se retirer. Ils s'enfuient rapidement. L'homme dit qu'il a convaincu le sale type de vendre son pays pour atteindre le sommet. Les nouvelles annoncent les intentions du Premier ministre et le détective montre sa montre. Nous avons tout enregistré. Il évite les balles tirées par le Premier ministre, lui donnant un coup de pied, il est inconscient. Pendant ce temps, Momo Senpai affronte à nouveau Takai, utilisant une récupération instantanée et l'utilisant encore et encore. Elle donne un coup de pied à Takai en disant que ses défenses s'affaiblissent. Yamato regarde Kuki et passe en mode de combat avancé. Il est maintenant un Transformer à part entière et Yamato peut le diriger depuis le cockpit. Yamato pilote le nouveau Kuki avancé, esquivant les missiles du mieux qu'il peut, utilisant une manette de jeu pour faire voler la machine high-tech. Miyako surveille ses arrières, le guidant à travers le chaos. Il parvient à se rapprocher de Shika et lui donne un coup de pied dans le ventre. En même temps, Takai et Momo Senpai tombent en chute libre, engagés dans une danse mortelle, chacun essayant de porter le coup final. Momo attrape Takai dans une prise de type écart de gâteau, la projetant directement dans l'auditorium. L'impact endommage le bras de Takai, le faisant dysfonctionner. Yamato arrive bientôt, traînant Shika par le bras. Momo Senpai, contusionnée et respirant faiblement, dit qu'elle va en finir. Elle est heureuse de la bague qu'il lui a donnée.
Après toutes ces années, elle admet enfin son amour, mais il semble trop tard. Au milieu de la destruction, Yamato a l'impression que le temps s'arrête. Il l'embrasse doucement. Cette baiser déclenche la récupération instantanée de Momo Senpai. Toute son énergie revient et elle invente une histoire folle selon laquelle son baiser l'a ramenée à la vie. Les autres veulent savoir pour qui Yamato se bat. Il crie la réponse, c'est Bernard l'ermite. Dans ses pires moments, il le réconfortait. Il adore les Bernard l'ermite. Momo Senpai commence à se demander si tout ce voyage n'était qu'une façon de déclarer son amour pour ces petites créatures à carapace. Toute la salle le regarde, figé d'incrédulité. Yamato évite leurs regards, disant qu'il n'aime que les crabes en ce moment. Les regards dirigés vers lui pourraient tuer. Les filles ne sont vraiment pas contentes. Et c'est là que notre histoire se termine.